Elsword, un jeu avec lequel beaucoup d'entre vous ont grandi et qui a donc une place toute particulière dans vos cœurs. Un MMO side-scrolling 3D au combat épique, mené par des personnages colorés au passé torturé. Attends, c'est le même gars? Non mais, j'ai pris le bon personnage? C'est bien le prêtre ténébreux, pas vrai? 듣고 싶어요? Oh. KOG est un studio de développement de jeux coréens fondé le 1er mai 2000. Il débute avec quelques jeux de course avant de sortir Grand Chase en août 2003. Un jeu d'action et de plateforme en ligne qui gagne immédiatement en popularité et propulse KOG parmi les meilleurs studios de développement du pays. Leur premier jeu en ligne a dépassé les frontières en étant proposé au Japon, à Taïwan, Hong Kong et au Brésil. Les jeux suivants ne marquent pas autant les esprits jusqu'à la sortie d'Elsword quelques années plus tard. Au cours d'une conférence en novembre 2006, l'existence d'Elsword est révélée. Une petite démo est mise en place tandis qu'on annonce son lien avec l'autre jeu phare de KOG, Grand Chase. On promet encore plus d'action dans ce nouveau titre inspiré de son grand frère. L'accent est mis sur ses animations 2D évoluant sur une carte en 3D, ce qu'il nomme carte linéaire 3D. Bon, ça c'est la version traduite par Google et DeepL, mais si vous préférez... 3D 라인 맵은 On parle d'un système de combo en 10 étapes, ce qui est rarement vu dans les jeux en ligne de l'époque. Le PDG de KOG, Lee Jong-won, insiste sur le fait que lors de la bêta prévue pour janvier 2007, le mode Versus sera disponible, mais il précise également que le mode Quête et le mode Siège seront présents afin d'équilibrer les modes de jeu. En 2007, nous nous hisserons au sommet du marché des jeux d'action grand public grâce à Elsword, qui est l'aboutissement de cette année de prouesse technologique. Nous présenterons le meilleur jeu aux utilisateurs. Le chef d'équipe d'Elsword insiste quant à lui sur la possibilité de réaliser des combos via 2 boutons seulement, permettant au plus grand nombre d'apprécier le jeu facilement. À ça, on ajoute le style bande dessinée pour obtenir un univers coloré et une DA qui se démarque. Mais pour un studio reconnu uniquement pour un seul de leurs jeux, il est plus simple de faire connaître son nouveau projet en s'associant avec un éditeur qui se chargera de la publicité. C'est pour cela qu'on apprend en janvier 2007 qu'Elsword sera publié par Nexon, une société bien connue des joueurs de MMO, et donc, logiquement, de vous. Non? Alors bienvenue sur ma chaîne. On m'appelle Isedit et vous avez toute une playlist à rattraper. Je vous mets un petit lien en haut à droite de votre écran. Donc, Nexon aura l'exclusivité d'Elsword en Corée. Et Nexon, c'est un très gros poisson dans le milieu. On est témoin leur stand pour une convention qui prenait la place de 20 stands, à lui tout seul. Ah, et on apprend dans cet article qu'Elsword a été développé en 3 ans. Prenez ça à tous les jeux Kickstarter qui sont toujours en alpha 5 ans après la fin de leur campagne. Mais pourquoi Nexon s'intéresse au MMO d'un développeur n'ayant eu qu'un seul vrai succès depuis sa création? Parce que chez Nexon, on aime bien être numéro 1. Or, ces petits voyous de chaîne à chaîne commencent à méchamment faire de l'ombre. À ça, de voler la place de roi des jeux grand public. Mais ici, on ne se laisse pas faire. Après tout, on édite déjà MapleStory et Kartrider. C'est quoi Kartrider? Vous voyez Mario Kart? Bah voilà. Non mais, ça c'est la vidéo des 9 ans. 전선수는 벽을 긁으면서 뒤로 빠졌고요. 문호준은 아직은 중위권입니다. Ouais voilà, c'est ça le vrai Kartrider. Donc oui, on a un historique, et pour battre les crapules de chez NHN qui tentent de nous doubler, un jeu à potentiel comme Elsword avec sa DA cartoonesque, c'est parfait. Le PDG de Nexon de l'époque, Min Young-jae annonce « Nous prévoyons de sortir un total de 8 jeux cette année, donc 4 jeux provenant de studios externes et 4 développés par nos soins. Nous avons élaboré des plans solides pour le marché grand public et les entreprises connexes, et nous travaillons dur pour les mettre en pratique. » Quand je vous parle d'un temps où l'on pouvait tester plusieurs nouveaux free-to-play chaque mois, la belle époque. Du 22 au 28 mai 2007, la première bêta fermée prend place. On rapporte 52 000 participants pour 3 000 places disponibles. La seconde bêta suit rapidement en prenant place du 24 au 29 juillet. Cette fois, 10 000 places sont ouvertes. Ah et aparté parce que je pensais pas retrouver ce MMO dans les articles citant Elsword. Mais à peine plus tôt, on parlait du monopole que tente de s'accaparer NHN. Afin de poursuivre cet objectif, l'éditeur achète alors tous les projets qui semblent intéresser. Dans l'article, il y a donc une liste de jeux dont j'ai jamais entendu parler. Puis soudainement, il nous suivra jusqu'au bout celui-là. Pas le temps de s'attarder sur la concurrence, on a un jeu à tester. Novembre 2007, les inscriptions pour la 3e bêta prévue pour décembre sont ouvertes. Et chose que je ne savais pas, en Corée, l'hiver c'est la saison des MMO. Tous les éditeurs visent les vacances de fin d'année qui durent 2 longs mois. Fin 2007, on a une estimation de 50 nouvelles sorties, sans compter celles déjà en bêta où on dépasse aisément les 60.
Il y a d'autres stats dans cette annonce de la saison du Big Red que j'aime bien. On y apprend qu'en moyenne, 100 nouveaux jeux en ligne sortent chaque année. Parmi eux, 60% trouveront suffisamment d'utilisateurs pour les vacances d'hiver. Selon le journaliste, le marché des jeux en ligne a déjà atteint une saturation. Il est donc devenu très compliqué de se démarquer si on ne fait pas partie du Big Set des éditeurs coréens. Point pas hyper pertinent mais marrant je trouve, Nexon a par la suite organisé une conférence dans un train cinéma. Parce que, ce qu'il faut savoir au sujet de KOG, c'est que le studio se trouve à la campagne. Donc, c'était l'occasion de déplacer les journalistes tandis que des vidéos du développement étaient diffusées. Ouais, je vous l'avais dit. Pas hyper pertinent, mais marrant. Ce qui est plus pertinent, c'est l'interview qui s'ensuit. Par exemple, Elsword semble être à l'opposé de Dragonica sur certains points. Une autre de ses forces, c'est qu'il est facile d'y jouer grâce à des commandes simples, mais qu'il permet des actions tape à l'œil, ce qui réduit la fatigue. La promesse de ne pas souffrir des poignets après chaque session de jeu, je prends. Quelques jours avant cette interview, Elsword avait mis en ligne un sondage, demandant à ses bêta-testeurs si le jeu était prêt pour une sortie officielle ou s'il fallait d'abord le retravailler. Bon. J'avoue que je vois pas vraiment à quel moment des joueurs qui attendent un jeu qu'ils ont eu l'occasion de tester demandent à ce qu'il sorte plus tard. Mais certes. Dans tous les cas, les joueurs ont voté à 94% pour la sortie. Une dernière bêta ouverte aura donc lieu à partir du 27 décembre 2007. À partir de là, côté événement en jeu, Nexon s'est donné à fond. On a par exemple un événement à partir du 4 janvier qui encourage à amasser un item pour recevoir des goodies, dont des CD dédicacés de Tell-Me. Je viens de réveiller tous les vieux fans de K-pop normalement. Et là, vos connaissances d'experts en marketing asiatique des années 2000 vous font demander où diable sont les cosplayeuses ou les mannequins invités aux démos. Pas de panique, le 28 décembre, un événement est organisé dans des salles de jeu. Le principe est simple. 2 cosplayeuses vont de salle en salle en faisant gagner des lots en rapport avec Elsword. Dès le 17 avril 2008, le cash shop est mis en ligne. Après tout, que serait un free-to-play dépourvu de microtransactions? Bon, un jeu abonnement ou un pay-to-play? C'était une question rhétorique, Choco. Cependant, un des directeurs côté Nexon fait quelques déclarations comme « Nous avons introduit le cash shop pour fournir un contenu plus varié aux nombreux utilisateurs qui ont aimé Elsword depuis son lancement. » En avril 2008, on a le droit à la première grosse mise à jour du titre, introduisant un nouveau personnage, une ville et 3 donjons. Bon à noter, Nexon se concentre beaucoup sur le développement d'e-sport via ses licences. Elsword ne déroge pas puisqu'en novembre 2008, on parle de la finale de la 3e saison de compétition. 3453 joueurs s'étant qualifiés lors de préliminaires virtuels pourront s'y affronter dans des combats de survie solo. Le top 8 final recevra 1,4 million de won en chaque cadeau culturel, en fonction de leur placement. Ouais, il faut bien se rendre compte que le succès de l'e-sport avec de gros tournois mondiaux, des sponsors et donc des récompenses en argent assez conséquentes, c'est plutôt récent. Avant, il fallait se contenter de tournois en ligne avec des récompenses en jeu ou de petits événements locaux. C'est plutôt cool que maintenant on ait des compétitions mondiales avec de vraies récompenses qui permettent d'en vivre si on allie une carrière sur Twitch. Que si vous participiez en 2008 à la compétition Elsword, vous auriez pu repartir avec un lecteur MB3 Mickey+. Chouette. Mais si on laisse un peu le temps s'écouler. En décembre 2008, on annonce la saison 2 du jeu via un teaser vidéo. Et selon le site par lequel je passe, ouais, il parle en premier de la jolie modèle de course qui fait une apparition. Une autre époque. Mais la technique a priori fonctionné, puisque lors de la sortie de cette mise à jour, le record de joueurs connectés en simultané est battu. 13 000 joueurs sont en ligne. Les ventes ont fait un saut de 305% par rapport au mois précédent et le temps moyen en jeu a aussi augmenté de 20%. Le marché national des jeux grand public a connu une situation si difficile au cours des 2 ou 3 dernières années qu'aucun jeu n'a dépassé les 10 000 utilisateurs simultanés. Ce record est d'autant plus gratifiant qu'il a été atteint dans une situation aussi difficile. Ah oui. Situation compliquée parce qu'il cite souvent la sortie de Sudden Attack comme ayant mis sur le déclin les MMO. J'ai pas trouvé d'article qui en parle spécifiquement, mais des informations que j'ai pu croiser dans les différentes interviews, on dirait bien que Sudden Attack jouissait d'une grande popularité comme étant un jeu de tir grand public facile à prendre en main, et a siphonné une grande partie des joueurs qui se connectaient avant ça au MMO. Bref. Donc, retenez jusqu'à l'époque, bon nombre de personnes pensaient que c'était la fin des MMO. À ça s'enchaînent des événements, des mises à jour en pagaille, puis grande nouvelle mes très chers amis européens. Grande nouvelle, mes amis! En juin 2010, KOG signe un contrat d'export vers l'Europe avec... Oui, avec nos meilleurs amis de chez Gameforge. N'essayez pas de masquer votre joie, voyons. Petit discours du PDG de KOG pour l'occasion. Nous sommes ravis d'entrer en Europe à un vaste marché émergent de jeux en ligne. Nous pensons que l'action rapide et l'art sensationnel d'Elsword trouveront un écho favorable auprès des utilisateurs européens, qui ont surtout connu des jeux sur navigateur ou des MMORPG. Nous sommes heureux de travailler avec une société comme Gameforge, qui comprend les jeux et possède des compétences en matière de localisation pour différents pays européens. Et nous continuerons à faire de notre mieux pour offrir le plaisir des jeux aux joueurs européens. Côté serveur coréen, le temps continue de filer. En décembre 2011, on dénombre 50 000 joueurs connectés simultanément. Les partenariats avec les groupes féminins s'enchaînent
Et même arrivé novembre 2017, soit 10 ans après sa sortie, Elseworld se place encore en 19e, position des classements de salles de jeu. 엘리오스. 위하여. On n'en parle plus autant, mais le jeu semble aller bien puisqu'un concert holographique prend même place en janvier 2020. En France, il faut attendre mai 2011 pour qu'Elseworld soit annoncé en tant que prochain MMO de Gameforge. Puis en septembre 2011, une démo hors ligne est rendue disponible. Et je dois dire que le jeu devait pas être si populaire que ça chez nous, ou que l'éditeur ne devait pas assez faire de pub, puisque ces news sur les sites français sont très éparses, on va dire. A priori, le serveur français a officiellement été lancé le 22 septembre 2011. Et la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'on nous a directement livré le jeu complet comme actuellement en ligne en Corée? A priori, absolument pas, puisque la saison 2 mise en ligne en 2008 en Corée arrive chez nous en février 2016. La question est donc de savoir dans quel état se trouve le serveur officiel actuellement. Sur la version Steam, on a des pics d'environ 300 joueurs en journée, ce qui, en vrai, est franchement pas mal quand on compare à d'autres jeux qu'on a déjà traités. Et à force, vous connaissez la chanson. Un launcher dédié est disponible sur le site de Gameforge. Toujours sur Steam, des avis... Attendez, je peux pas jouer à la version Steam depuis la France? Ah si, attendez. Elseworld tout court, on n'a pas le droit. Mais Elseworld, free-to-play, c'est ok pour nous. Et c'est bien géré par Gameforge. Étrange. Mais 2 secondes. Steam Chart du coup? Ah ouais, c'est pas pareil. J'espère que vous jouez tous assidûment directement depuis le launcher. On a une évaluation moyenne plutôt positive sur notre version dédiée. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le MMO side-scrolling aux combos épiques? Vous verrez en jeu qu'Elseworld accorde beaucoup de temps d'écran à son histoire et au développement de tous ses personnages. Peut-être même un peu trop à mon goût. Le site officiel actuel accorde une page dédiée à la trame de fond, telle qu'il l'appelle, donc laissez-moi vous sélectionner quelques passages pour éviter tout spoil. Il y a bien longtemps, le continent d'Hélios n'était qu'une étendue désertique inhabitée. Un jour cependant, un étrange changement se produisit. La terre devint fertile, des plantes se mirent à pousser un peu partout et la vie reprit ses droits sur le continent. À l'origine de ce changement était une pierre précieuse gigantesque dont l'éclat incroyablement puissant avait réussi à chasser les ténèbres. Fascinés, les hommes donnèrent un nom à cet énorme diamant bleu. Elle. Une prêtresse était chargée de veiller sur elle. C'est pourquoi on l'appelait la Dame d'El. Elle était assistée par lui-maître. Or, l'un d'eux s'est pris de la Dame d'El et l'a voulu pour lui seul, décidant de dérober le cristal pour la tenir à sa merci. La Dame d'El tenta désespérément de sauver Elle, mais à peine l'eut-elle touché qu'il explosa en 1000 morceaux, dispersant les éclats sur tout le continent. Les hommes bâtirent des villages là où se trouvaient les éclats, tandis que le désert reprenait ses droits partout ailleurs. Attention, les joueurs et ex-joueurs d'Elseworld, ça va être à vous. Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte. Donc, je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes, les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde? Le monde des MMO est parfois étonnamment petit. Comme dit plus tôt, ici on va choisir la simplicité et exécuter le jeu via Steam. Et grande surprise, oui, on a une brève apparition de launcher pour vérifier les fichiers, mais il s'efface très vite, pour ouvrir la fenêtre du jeu. Comme quoi quand on veut. Sans plus de transition, on atterrit sur l'écran de création de personnages et ce, sans avoir accès à de quelconques paramètres. Ah ça, d'avoir tous les points en matière de première exec le jeu. Je sais pas si, fut un temps, il y a eu un doublage anglais, mais ici, on se contentera du coréen. Ce qui m'irait parfaitement. Si Lytia n'était pas présente pour mettre un point d'honneur à me hurler dans les oreilles dès l'ouverture du jeu. 이건 내 지팡이 피켈이야. 이걸로 재료도 수급하고 마법도 쓰고 귀찮게 구는 녀석들도 해치운다고. Sur Elseworld, on ne crée pas son avatar à proprement parler. On sélectionne un des personnages existants qui représente un style de jeu et du coup a un nom et une histoire déjà établie dans l'univers. S'il y a 13 ans de cela, on avait accès à 5 personnages seulement, aujourd'hui vous pouvez piocher parmi 15 classes. Personnellement, j'allais totalement choisir à l'apparence, puis le haut de l'écran a attiré mon attention quand j'hésitais à sélectionner lui et Ciel. Ouais, Ciel a 24 ans. Lui par contre... Oh là, qui sait? On ne donne pas l'âge des lolis ici, au risque de les rendre officiellement illégales. Tabou, voyons. Et je ne rigole pas, il n'y a que les personnages féminins qui ont des âges inconnus. On n'est pas aussi frileux du côté des hommes, étrangement. Mais pas de panique, comme à l'accoutumée, on a le droit au fameux... T'inquiète, elle fait jeune, mais c'est une sorcière immortelle en vrai. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, vous savez quoi? Le petit prêtre qui semble pouvoir se spé des pressions là? Il me tente bien. Qu'est-ce que...
Non mais, vraiment, ex-moi, tu peux arrêter de me pourrir la vie, s'il te plaît? Je suis donc allée sur un site de génération de nos coréens pour rester dans le thème. Voilà, Yongsik, ce sera parfait. Ouais bon, j'en ai plus rien à carrer. Le jeu s'ouvre sur une cinématique pour introduire mon personnage sous la forme de cases de bande dessinée. Plutôt sympa, jusqu'à ce que je clique droit par mégarde, découvrant que c'est le bouton dédié au skip de cinématique. Bon, nous voici plongés dans le monde d'Elsword. 500년 후의 엘리오스인가. 그때의 폭발 이후 엘은 조각이 되어 퍼져 있군. Pour débuter nos aventures, le jeu nous propose aimablement un tutoriel afin de découvrir par l'action les différentes touches utilisées. Si vous vous souvenez de Dragonica, alors vous vous doutez qu'ici on est full rétro et qu'on se déplace via les flèches directionnelles, puisque notre main gauche se positionne sur les touches de compétences, soit W et X pour débuter. Comme sur Dragonica, le personnage marche tant qu'on ne double appuie pas sur une touche directionnelle. Pourquoi est-ce que vous faites ça les Coréens? Je vous en supplie, mappez la course sur Shift comme tout le monde. Mon poignet supportera pas 10 heures de jeu à spam une touche pour une action basique. Encore une fois, comme pour Dragonica, on saute via la touche directionnelle. Oh, heureusement, vous allez voir que les différentes cartes et la gestion de profondeur sont mieux gérées sur Elsword que sur Dragonica. Autre détail que vous pourrez remarquer, mon personnage garde son nom de classe dans les dialogues. Je me répète. Sur Elsword, vous ne suivez pas l'histoire de votre avatar. Vous suivez l'histoire d'un casting prédéfini, et vous ne faites qu'emprunter les compétences et l'apparence d'un des acteurs. À la fin de ce bref tutoriel, on est introduit au casting principal du jeu. En effet, Ain est un personnage ajouté par la suite. Il n'était pas là au lancement du jeu, et il se trouve que l'histoire n'a pas changé et que tous les personnages suivent la même. Du coup, comment ont-ils intégré Ain? Ain est un prêtre au service de la prêtresse qui cherche à réunir tous les fragments d'elle. Il est pas réellement humain et il s'intègre à l'équipe de manière étrangement naturelle. Et pour faire genre qu'il est effectivement intégré, sans pour autant réécrire tout le scénario, rien de plus simple. De temps à autre, Ain ajoute des informations ou bien nous fait part de ses pensées. Du coup, il est quasiment jamais moteur de l'intrigue, mais il a quelques lignes dans chaque discussion. C'est pas fou, mais c'est déjà bien mieux que d'autres personnes qui ne sont introduites que plus tard au cours du récit comme Raven. Ça fait qu'avec lui, vous suivez toutes les péripéties des héros à distance, vous affrontez vous-même, puis rejoignez l'équipe. Donc, ouais, on n'est pas si mal que ça avec Ain. D'une transition très mal effectuée, on est envoyé dans le village de départ, soit là d'où nous vient Elsword, le personnage donnant son nom au jeu. S'ensuit un tuto où on me force à cliquer sur des pixels précis pour m'embarquer en donjon. Ici, pas de déplacement sur une carte pour trouver des entrées d'instance. Tout se fait via un gros bouton sur votre interface qui affiche une carte dédiée. Vous n'avez alors plus qu'à cliquer sur le donjon qui vous intéresse et cliquer sur démarrer. Les instances sont elles-mêmes composées de plusieurs petites cartes dans lesquelles il faut venir à bout de tous les ennemis pour accéder à la suite. Sur ce jeu aussi, pas de panique, si un ennemi est laissé derrière, une icône indiquant sa position apparaît. Arrivé au terme du donjon, on a même le droit à un panneau résumant son temps, son score et les objets lootés. Et on y propose aussi bien entendu de relancer l'instance pour farmer plus efficacement. À l'issue d'un autre dialogue, on me rend enfin la main. Et je suis déjà niveau 7. Bon, laissez-moi rapidement passer en plein écran qui serait temps tout de même. Oh, ça c'est ce que j'appelle déborder. J'espère que vous cherchiez pas des paramètres précis. Dans Elsword, les quêtes sont automatiquement acceptées à mesure qu'on gagne en niveau et progresse dans le récit. De plus, il suffit de se rendre dans son journal de quêtes pour les rendre. Vous pourriez vous dire que, chouette, c'est bien pratique pour aller plus vite. Mais non, parfois, on vous demandera de parler à un PNJ pour ensuite pouvoir lancer un dialogue avec lui. Et c'est vraiment dans cet ordre que ça se passe. D'abord, vous interagissez avec un PNJ, ce qui a pour effet d'ouvrir une conversation et de vous proposer des menus si c'est un vendeur par exemple. Mais vous devez alors fermer cette fenêtre et maintenant rendre la quête pour que le dialogue se lance. Pourquoi faire ça en plusieurs étapes alors qu'ils auraient pu lancer le dialogue une fois le PNJ sélectionné? On n'a jamais dit qu'on faisait des trucs logiques les gars. Autre détail qui m'enquiquine bien, quand un dialogue se lance, ce carré noir s'affiche et il faut cliquer une première fois pour faire apparaître le premier message. Encore une fois, pourquoi ne pas lancer directement le texte? Pourquoi me faire croire à un bug? Je vous l'ai dit, la logique c'est de l'autre côté de la rue. Arrêtez d'en chercher chez nous. Bon, sinon, si on parle d'interface 30 secondes, le cadre de personnage stylisé comme ça, j'adore. Pour tout ce qui est menu, je doute pas une seule seconde du fait que ça a été retravaillé dans les dernières années, comme mon inventaire et journal de quête ont des vibes très codifiées web, je trouve. Sinon, comme une grande majorité de MMO, c'est hyper chargé. Mais on va dire comment vous avez tout apporté. Le seul souci que moi j'ai, en tant que joueuse d'élite, survolant de très haut la plèbe, c'est que les touches affichées à côté des compétences sont fixes. J'entends par là que même si vous remappez vos touches, le jeu gardera celle-ci d'afficher sur votre barre de compétences. Genre, moi, je joue sur du QWERTY. Et si vous n'avez pas la vidéo qui tourne dans un autre onglet, vous aurez remarqué que la première ligne est dans l'ordre d'un clavier AZERTY. Je vous vois les viewers qui me mettent dans un autre onglet et m'oublient. Sachez que Choco vous juge très fort, donc il vous ordonne de vous abonner et de commenter des excuses. Bon, sinon, j'en étais à où moi? Ah ouais, les touches. Le problème de ne pas avoir la bonne aide visuelle, c'est qu'Elsword étant un jeu à combo, bah...
J'ai eu beaucoup de mal à suivre les aides. Après vérification, modifier ces touches permet bien de changer les raccourcis affichés. C'est juste que le jeu m'a par défaut mis en AZERTY et qu'il n'y a pas de concept de langue de clavier. Faut tout remap à la main. Joie. Mais je vous rassure, on est en 2025. On n'a pas besoin de savoir jouer pour jouer à Elsword. Tout commence avec ce set gracieusement offert dès mon arrivée en jeu. Vous vous dites peut-être que les stats ne sont pas non plus mirobolantes, mais il s'agit d'un set. Aka, quand vous équipez toutes les pièces, vous avez le droit à un bonus de set. De plus, je vous ai pas dit que mon équipement de départ est bien pété aussi. Ici, on est généreux. Maintenant, vous constatez que j'ai une sorte de gros autocollant au-dessus de ma tête. C'est un titre. Et comme dans tout free-to-play asiatique qui se respecte, le titre, ça booste les stats. J'avais pas encore pris le temps d'étudier tous les objets jetés dans mon inventaire à ce moment, mais bien sûr qu'on a aussi un bonus d'XP temporaire. Ici, on veut taper fort et aller vite. Après un second donjon, j'ouvre un nouveau dialogue accompagné par ce doux bruit de fond d'objectif à suivre. Même le jeu s'attend à ce que tous les joueurs skippent l'histoire, sérieux. Mais moi, en tant qu'élève modèle, j'ai tenu à ne rien sauter. Je vous le dis tout de suite. J'ai regretté. Déjà, l'histoire d'Elsword prend place dans ces dialogues. Il n'y a que les sprites des personnes prenant la parole qui ont quelques variations en fonction de leur émotion. Pas de fond ou même de musique adaptée à la situation. Prenons par exemple ce dialogue narrant un combat meurtrier que j'ai débuté dans la ville chill du début. 안 되겠어. 어서 후퇴하는 걸 도와야. Ouais, l'ambiance est assez étrange. Parfois, on vous décrit des scènes épiques qui, bien entendu, ont lieu hors champ, mais si vous avez de la chance, vers le niveau 50, on vous mettra exceptionnellement un dessin réalisé spécifiquement pour la scène. Ici, on sait gâter les joueurs. De plus, on dirait bien que certains passages ont été auto-traduits depuis une autre langue. Parfois, les genres sont mauvais ou les tutoiements s'en mêlent avec des vouvoiements. Ou encore cette scène où les phrases sont correctes. Mais le dialogue n'a strictement aucune logique. Ouais, je sais que la logique, il faut qu'on l'oublie, mais pour vous donner le contexte, des soldats ont affronté des monstres et disent ne pas avoir pu les identifier parce qu'ils n'ont pas vu leur visage. Les héros cherchent donc quel monstre pourrait masquer son visage ainsi et en viennent à la conclusion qu'il s'agit d'un monstre sans tête. Si les soldats n'ont pas vu son visage, c'est peut-être dû au fait qu'il n'y a rien là où il devrait se trouver. Mais qu'est-ce que tu chies, Raven? Si les soldats avaient vu un cavalier sans tête, ils t'auraient clairement dit que les mobs étaient décapités, tu crois pas? Si on nommait tous ces problèmes et qu'on se concentre sur l'histoire. Bah, c'est une histoire de shonen classique. Pour ne vous spoil que mon personnage par exemple, Ain, c'est l'adulte du groupe qui paraît toujours bienveillant et souriant puisque, rappelons-le, c'est un prêtre. Mais passe en réalité son temps à insulter mentalement tout le monde. De temps à autre, il revête même son plus grand sourire pour tacler en faisant mine que c'est du second degré. 끝까지 쓸모없는 인간이네요. 뭐 그럼 행운을 빌게요. Sur le long terme, c'est un peu relou vu que c'est littéralement l'entièreté de ses dialogues. Donc il passe pour un mec giga edgy trop mystérieux qui est le seul à tout savoir et donc juge à mort tous les autres, au lieu de juste prendre le temps de leur expliquer. Mais je suis là pour sauver les personnages. À présent, je vous propose de vivre l'histoire au travers de les Elite Vision. Vous réaliserez alors très vite que tout le monde est shippable. Il y a le couple Elsword-Raven qui me semble assez basique, mais surtout, il y a Ain, Elsword. Voyez-vous, en tant qu'être supérieur, lorsqu'Ain utilise trop de ses pouvoirs, sa présence en Helios s'étiole et se désagrège. Dans ces moments, il cherche Elsword puisqu'être à ses côtés lui redonne de l'énergie. Lors d'un événement, Ain utilise trop ses pouvoirs et perd sa forme physique. C'est là qu'on découvre qu'avec la perte de son corps, les souvenirs qu'il a laissés ont aussi disparu. Ses camarades l'ont donc oublié. Et c'est alors qu'il disparaît lentement que les pensées d'Ain vont à Elsword. Avait-il eu tort de croire en ce faible humain? Coup de théâtre, Elsword refuse d'oublier son compagnon. Et, perdu, appelle son nom. Ouais, vous appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça la puissance du shonen et le pouvoir de l'amour. Mais bon, Ain, il se contente pas d'un héros de shonen. Il s'empresse ensuite de draguer un autre personnage. Ok. J'ai subi 10 heures de dialogue plat et bateau. Donc, j'en ai rien à carrer, vous allez m'écouter fangirler sur les couples que j'ai choisi d'imaginer. D'ailleurs, je tiens à faire remarquer que je suis pas la seule à avoir lu ces dialogues comme ça, vu que ce genre de fanart existe. Donc, voilà, j'ai le droit. Quoi? L'histoire principale? Non mais l'histoire on s'en fout. C'est le stéréotype d'un groupe d'amis qui vont de donjon en donjon pour sauver des prêtresses, récupérer les Chaos Emerald au passage et se faire tout un tas de nouveaux amis en chemin. Les ships, c'est bien plus intéressant. Si vous y tenez, je peux vous sélectionner quelques passages que j'ai relevés. Là, c'est nos aventures pour venir à bout des boules maudites et de leurs potes, les boules hypnotiques. Là, c'est lorsqu'Ain s'est battue contre une plante et a conclu par, je cite, « Quelle plante désagréable, j'ai comme l'impression qu'elle voudrait s'immiscer, jusqu'au plus profond de moi. J'ai la preuve vidéo. » Vous voulez que je continue? Ouais, voilà, il me semblait bien. Revenons-en à mes débuts en tant que jeune pousse. Elsword dispose de récompenses de connexion quotidiennes et, plus intéressant, d'un menu pour inciter les nouveaux joueurs à réaliser des actions. Il faut bien ça pour m'aiguiller dans la mer de quêtes annexes que le jeu me donne. Non, je veux pas faire de JCJ. Arrête de me harceler, bon sang. On a le droit à un système de bestial parce que, rappelez-vous, vous êtes dans un MMO asiatique. Il vous faut donc un sidekick afin de pouvoir payer pour qu'il ramasse votre loot, tel l'esclave qu'il est. De toute manière, je suis trop pauvre et je sais même pas comment obtenir la nourriture dont il a besoin. Donc il sera au régime. Ok, il est bourré.
En lançant ma run avec Ain, j'ai envoyé un screen à Aqua pour qu'il me trouve un nom du sbando. Et il m'a juste répondu que c'était totalement un certain Ally Time de Genshin, avant de me lâcher qu'il a passé des heures sur Ellsworth plus jeune. Je l'ai donc kidnappé. Aqua a décidé de jouer Had, un gars qui voyage dans le temps et qui est aussitôt cramé par Ain puisqu'il est surhumain. Si je vous dis qu'il y a grave des vibes de BL entre deux. Ouais, c'est lui l'autre personnage que je citais quand je disais qu'Ain drague la Terre entière. En relançant le jeu, je découvre au passage qu'il y a différents canaux disponibles, mais pas de serveur en vue. De toute manière, ils sont tous sous-peuplés, donc on peut se permettre de juste choisir au pif. On parcourt quelques donjons en équipe et nous voici déjà niveau 15. En âge donc de se spécialiser. Il y a peu d'informations en jeu sur les différentes branches disponibles, je trouve, mais si vous souhaitez faire un choix plus éclairé, vous pouvez toujours vous renseigner via le wiki. Chaque branche a des combos et un style de combat spécifique. Mais ici, on a toujours choisi au skin. Je passe donc sur le Ain dépressif et celui qui sort tout droit d'un groupe d'idoles. Il nous reste donc le Basic Ain et celui qui a échoué dans sa mission. Tu vends excessivement bien la chose, le jeu. Partons sur le loser. Au niveau 41, on digivolve en Captura. Toujours un loser, mais avec le sourire. Et sous notre ultime forme, dont on débloque les quêtes au niveau 70, on refait la gueule. Vous aurez peut-être remarqué que sur chaque écran de digivolution, on propose d'accepter les quêtes ou bien d'acquérir un bon. Bonus où vous pouvez même skip les quêtes avec le bon objet. Mais oui, basiquement, c'est pour pouvoir vous respécialiser si au final votre choix ne vous convient pas, et bien sûr, c'est pas gratuit. Mais encore une fois, je m'égare et j'oublie qu'actuellement, nous sommes encore des bébés. On continue à suivre nos quêtes d'histoire, on récupère quelques tenues et surtout, Aqua débloque des oreilles de chat. Plus 20 en charisme. Ah, et il y a des pubs pour les événements intégrés au jeu sous la forme de panneaux publicitaires. Ça ruine peut-être l'immersion pour certains, mais sur le coup j'ai trouvé ça marrant. Un aspect plutôt sympa de la recherche de groupe, c'est que vous avez deux options pour lancer un donjon. Alors ouais, la traduction aide pas à comprendre la différence, mais en gros, le « démarrer le donjon » vous inscrit à une file d'attente. Vous êtes encouragé à utiliser cette option puisqu'elle vous octroie un buff, et il faut noter que le jeu n'attend pas forcément d'autres joueurs. Si au bout d'une dizaine de secondes personne n'est trouvé, l'instance se lance en solo et vous disposez tout de même du buff. Et sinon, vous gagnez le droit de rouler sur toute l'instance avec un coéquipier. L'air de rien, ça m'est arrivé pas mal de fois d'être carré par un inconnu et, surtout, j'en ai abusé dans mes derniers niveaux. Puisque oui, si j'ai roulé allègrement sur le jeu pendant 90% de ma montée de niveau, disons que dans la dernière ligne droite, je me prenais de sacrés gifles. Or, la recherche de groupe vous propose de partir seul si aucun joueur n'est trouvé dans les premières secondes. Mais, vous pouvez choisir de patienter jusqu'à ce que quelqu'un se manifeste. Je n'ai jamais eu à attendre plus de 5 minutes, et les joueurs avec lesquels je finissais maîtrisaient clairement mieux le jeu, me permettant d'achever mes derniers donjons sans prise de tête. Merci à tous les joueurs qui ont eu à me supporter. Vous êtes mes héros. Donc, ouais. Je sais pas s'il y a un système de dailies ou de weeklies avec du tag random sur les donjons pour aider les nouveaux joueurs, mais j'ai toujours trouvé du monde et ça, c'est un très bon point pour un vieux MMO. Ok. Maintenant, ayons une vraie discussion de pro des jeux de combat à pro des jeux de combat. C'est au bout de 2 heures de jeu que j'ai débloqué ma réelle spécialisation. Puisque, oui, un prêtre désavoué dépressif dont la dernière spécialisation se traduit par sacrifice, dans sa forme originale, c'est edgy, mais ça demande de maîtriser le jeu. Alors qu'au niveau 22, j'ai débloqué la spécialisation ultime des vrais pro gamers. Je vous présente Coin Coin. Le jeu propose de vous laisser tester une monture payante pendant 14 jours, puisque oui, tout ce à quoi vous avez accès en début de jeu est temporaire pour vous pousser à l'acheter ensuite. Mais pendant 14 jours, on vous donne le droit de chevaucher un dragon, un corgi ou même un trône. Et bien sûr, en étudiant cette liste, je n'ai pas eu d'autre choix possible que d'accepter Coin Coin. Admirez cette prestance, cette grâce dans les formes et cette élégance dans ce jeu de patoune. Mais si je parle de spécialisation, c'est parce que Coin Coin est bien plus qu'une simple monture. Coin Coin est un compagnon, un vrai camarade de combat. Vous pouvez le chevaucher en donjon, auquel cas sa barre d'endurance commence à se vider. Mais tant qu'il a de l'énergie, Coin Coin sera votre plus fidèle allié, disposant de 3 compétences exclusives. La pluie de patoune, la chevauchée canardesque et la ruée des œufs. Inutile d'apprendre la maîtrise d'une quelconque classe tant que vous avez Coin Coin. Il stunlockera les plus vils des ennemis dans un coin de carte en leur marchant impitoyablement dessus, jusqu'à ce que mort s'en suive. Une fois la jauge d'endurance épuisée, vous êtes forcé de vous battre tel le simple humain que vous avez toujours été. Mais ne vous inquiétez pas, un bref séjour aux sources chaudes requinque le plus courageux des canards. Puisque oui, il y a des sources chaudes. Y rester suffisamment longtemps accorde un boost d'XP et on m'a même offert une tenue pour les apprécier à leur plein potentiel. Vindictus serait fier. Les sources chaudes semblent d'ailleurs être le point de ralliement de tous les pêcheurs du coin. Et parfait, on y retrouve Hélène, la pro de la pêche, à l'entrée. Très bien Hélène, enseigne-moi ton art. Ok, 1 million de PP pour une canne légère et j'ai 2,6 millions. Ça représente une bonne partie de ma fortune, mais je suis prête à ce sacrifice. Il te faut 5 millions de PP? Mais attendez, quoi? Hélène m'arnaque clairement en vendant à un prix bien supérieur au marché? Honte à toi, Hélène!
Bon, le fait est que bien plus tard j'ai pu l'acheter, mais il faut de toute manière être au niveau maximum pour l'utiliser. L'art de la pêche est un enseignement réservé aux plus aguerris des guerriers. Je vois. De toute manière, notre nom rentrera bientôt au panthéon des héros ayant atteint le niveau 99 et il sera affiché aux yeux de tous. Ah, et le karma m'a rattrapé. Littéralement dans mes notes, il y a marqué « respiration poitrine ». Et l'entrée suivante, c'est... crash jeu. Alors que je ne faisais que mon métier, en vérifiant si oui ou non ils ont implémenté des animations. Bon retour à tous les viewers second écran. Vous faites quoi de beau en simultané, dites-moi? Sinon, quitte à parler design, parlons de celui des donjons. Souvenez-vous, Dragonica se vantait de son univers coloré et de ses cartes 3D. Hellsword l'explose. Vous pouvez jouer à ce jeu uniquement pour voir un peu à quoi ressemble le donjon suivant, et quel plan de caméra ils ont bien pu réaliser pour le mettre en valeur. Moi qui ai pas mal joué à Sonic Adventure plus jeune, nombre de cartes me l'ont rappelé. Hellsword n'a beau être que du side-scrolling, la caméra vous suivra souvent alors que vous faites le tour d'un vaisseau ou vous aventurez dans des escaliers. Non, vraiment. Les donjons, que ce soit leur design, celui des boss avec leur stratégie de placement ou la maîtrise que vous avez sur votre personnage quand vous connaissez ses combos, c'est réellement un plaisir. Et contrairement à Dragonica qui me bousillait les poignets, Hellsword se joue bien plus fluidement et surtout, il intègre par défaut la possibilité de jouer via manette. Encore une fois, vous n'aurez plus l'indication de quelle touche presser pour effectuer les combos, mais il n'empêche que c'est pris en compte nativement et ça, c'est génial. C'en est presque dommage que le jeu soit si simple pour les nouveaux, parce que j'ai absolument pas eu à me concentrer sur les combats jusqu'au niveau 80 environ. Coin roulé sur tout. Et même sans lui, spammer mes touches suffisait à venir à bout de la plupart des instances. Pour dire, j'ai mis le nez dans mon arbre de compétences pour remplir ma barre et voir les améliorations possibles qu'au niveau 82. Le seul instant où j'ai vraiment galéré, c'est parce que mon équipement était cassé et que je l'avais pas remarqué, donc je faisais plus aucun dégât. J'ai eu ma première mort au cours d'un affrontement contre un boss au niveau 86. Même là, vous pouvez payer pour utiliser un objet et revenir à la vie sans perdre votre progression. Oh, et en bas à gauche de mon écran, c'est des objets de soins que j'ai appris à spammer à ce moment. On vous en donne des caisses lorsque vous débutez, donc autant en abuser. Donc ouais, vous pouvez lancer le jeu sans vous en soucier et rouler sur tout le scénario de base avec votre monture temporaire. Mais notez juste que vous allez devoir vous poser au niveau 80 pour apprendre à jouer votre classe, sans quoi ça va devenir compliqué. Je vais aussi mentionner qu'il y a un système de métier, mais le début de jeu ne le rend pas vraiment intéressant. J'ai pris chercheur de trésors vu que ça avait l'air d'être le plus marrant et que ça se réalise en donjon. Mais je suis pas trop sûre de ce que ça m'a apporté. Au bout de 12 heures de jeu environ, j'avais atteint le niveau maximum. C'est là normalement que je tire une exclamation à tous les anciens joueurs, et laissez-moi rajouter une couche en précisant que j'ai lu tous les dialogues jusqu'au niveau 90. J'ai passé bien plus de temps en dialogue qu'en donjon. Je me permets donc d'affirmer sans hésitation aucune qu'on peut débuter avec un personnage un samedi matin et être au niveau maximum dans l'après-midi. De ce que j'en comprends, c'est loin d'être la fin de l'aventure. Et on vient d'ailleurs de me remettre les clés de ma propre maison. Cosy, je sais. Une fois le niveau 99 atteint, on débloque les rangs de résonance. Le rang maximum étant 999, autant dire que vous avez de la marge. Ces rangs débloquent des points de stats qui sont partagés sur tous les personnages du compte. Mais notez bien que j'ai joué en tant que nouveau joueur, boosté avec tous les objets qu'on m'a offerts afin de me rush au niveau 99. Cette partie du jeu était bien plus compliquée à l'époque, alors que maintenant, elle s'apparente limite à une introduction. Vous aurez peut-être remarqué qu'à côté de ma barre d'expérience, il y a une barre de volonté. Ouais, Hellsword fait partie de ces jeux qui limitent le nombre de contenus que vous pouvez réaliser quotidiennement. Sur le papier, c'est souvent mis en avant pour préserver les joueurs et leur éviter de devenir accro. Mais souvent, vous pouvez acheter des objets pour le bypass. Cependant, selon un joueur d'Hellsword, il y a largement de quoi jouer quotidiennement. Et suffisamment de potions sont distribuées gratuitement au cours d'events pour plus les stacks qu'autre chose. Personnellement, j'ai jamais accordé d'importance et je sais pas si j'avais un boost, mais je l'avais même pas remarqué avant le niveau 80. Avec ce palier, j'ai débloqué pléthore de donjons dans lesquels je peux même pas rentrer, puisque j'ai pas l'high level requis, et j'ai accès aux divers et nombreux événements en cours. Tout est très confus pour un nouveau joueur. Les boutiques vendent pas de stuff meilleur que ce qu'on m'a refilé à mon arrivée, mais je me fais clairement oblitérer si je tente les donjons qui me sont accessibles. La traduction française n'aide clairement pas, mais on ne sait pas où donner de la tête. Et vu que je suis perdue au milieu des donjons d'événements et dans l'océan des quêtes qu'on m'a automatiquement donné, il est l'heure d'ouvrir le shop. En ouvrant la boutique, on est accueilli par tout un tas d'objets qui ne font pas sens pour un nouveau joueur. Mais lorsqu'en première page, il y a un anneau qui booste les stats de transcendance, je pense que ça nous dit tout ce dont on a besoin. Pour acheter des objets, il vous faudra tout d'abord faire l'acquisition d'Elflouz. On retrouve immédiatement l'interface d'achat des jeux Gameforge et, comme c'est étrange, les sommes ne sont pas rondes. Pour 5 €, vous aurez donc 600 Elflouz, pour 200, 51 000. Non mais sérieux. Je sais que si l'option est présente, c'est que des gens le font, mais qui met directement 200 € dans la boutique d'un MMO? Si vous avez tant d'argent à dépenser, dénoncez-vous, je vous trouverai des façons de l'utiliser bien plus pertinentes. Faites-moi confiance. Ok, jetons un œil aux objets recommandés. Une pierre d'invocation pour une monture, des skins, de quoi payer moins à l'hôtel des ventes. Vous vous doutez qu'on a à disposition tout un tas de skins et encore, je doute pas que ce soit plus fourni du côté des avatars féminins plus populaires. Mais ce qu'il faut bien noter ici, c'est que chacune de ces pièces d'équipement confère des stats bonus. Par exemple, si vous souhaitez être aussi sexy que moi au cours de cette vidéo et vous balader en peignoir, il vous faudra débourser 1000 Elflouz, donc 10 €, et la serviette boostera votre résistance de 20. Même un accessoire aussi basique qu'une queue booste vos stats. Par exemple là,
Même ma tétine fleurie m'offre un avantage en PVP. Après, est-ce qu'on a besoin de regarder les autres onglets? Il y a des objets qui ont un système de gacha bien entendu, des clés pour des donjons, donc j'en déduis que l'accès à certains est au moins limité dans le temps. De quoi agrandir son inventaire, tout un tas de bestioles et de montures, incluant même des waifus. Elsword est ravissant grâce à ses donjons et son système de combo maîtrisé. Cependant, on est très vite submergé par les différentes stats et une fois les buffs de nouveaux joueurs passés, on ne sait pas vraiment si on a oublié de mettre des points dans un menu, ou si les ennemis nous ouvrent en deux parce qu'ils s'attendent à ce qu'on s'offre de l'équipement en boutique. Et honnêtement, ça me dégoûte un peu parce qu'au vu du wiki, des zones et du contenu sont encore assez régulièrement ajoutés, donc j'aurais aimé au moins les arpenter, voir à quoi ressemble un donjon conçu récemment. L'histoire aussi était oubliable, à tel point qu'à la fin j'ai préféré sauter les dialogues pour au moins atteindre le niveau maximum. Mais j'aurais aimé voir si avec les nouveaux patchs, les dialogues ont été retravaillés ou si une extension récente a un scénario plus entraînant. Actuellement, il y a vraiment un mur de difficulté qui s'impose soudainement. Je vois pas vraiment comment un nouveau joueur peut le surmonter sans décortiquer des pages de guide ou bien sans demander à d'autres joueurs expérimentés. C'est plutôt triste puisque ça va clairement rebuter certains, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à aborder les joueurs que vous croisez. Aqua l'a fait une fois arrivé dans la ville niveau 99 et quelqu'un a pris le temps de lui expliquer comment procéder pour la suite et l'a même invité sur un Discord s'il avait d'autres questions. La communauté semble donc suffisamment bienveillante de ce côté. Il y a aussi les cas du professeur qui sont là pour présenter les différents systèmes et sont essentiels pour avancer. Et a priori, il y a régulièrement des événements qui peuvent permettre à d'anciens joueurs de revenir ou aux nouveaux de plus facilement se lancer. À la fin de mes heures de jeu, il y avait un événement spécial raid offrant une arme plus 11, rien qu'en se connectant par exemple. Mais vous n'aurez absolument pas la puissance de feu nécessaire pour participer au raid en débarquant. Mon personnage n'y a même pas encore accès. Bref, si vous voulez vous défouler dans des environnements 3D franchement bien fichus pour l'époque, à coups de combos satisfaisants à maîtriser, Elsword peut vous faire passer un bon week-end. Cependant, gardez en tête que le endgame est bien moins abordable, et qu'il faudra peut-être passer à la caisse si vous ne voulez pas vous retrouver face à un mur et abandonner le jeu par frustration.